Quand on regarde les 5 dernières années, on sait que la mobilité a beaucoup évolué à Bruxelles. On est ici au Carrefour Arlois, il y a de nouvelles pistes cyclables, mais c'est le cas partout en région bruxelloise et le nombre de cyclistes a explosé. Prenons la voiture, il y a différentes mesures qui ont été mises en œuvre, la zone 30 généralisée, et puis évidemment le plan Good Move qui a fait beaucoup parler de lui ces 5 dernières années. Quand on prend les transports en commun, pas mal d'évolutions aussi, le plan bus a été mis en œuvre. Il y a des lignes de tram, des nouvelles lignes qui sont dessinées, notamment au nord de Bruxelles, et puis en termes de métro, il y a le fameux projet, le dossier du métro 3, qui est plus ou moins sur les rails. En termes de mobilité partagée aussi, les trottinettes, on a tendance à l'oublier, mais il y a 5 ans, elles n'étaient pas à Bruxelles. La mobilité a fortement évolué. Quel bilan tiré des 5 dernières années? Quelle perspective pour les 5 prochaines? On en parle dans un tram spécial avec la ministre de la Mobilité. A tout de suite dans le tram. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce tram pour une émission un petit peu particulière. Une seule invitée, la ministre de la Mobilité, Elke van den Brand, merci d'être avec nous, bonsoir. Bonsoir. Alors j'ai envie de commencer par vous poser une petite question, un mot qui représente la mobilité de ces 5 dernières années, vous qui étiez ministre, qui êtes toujours ministre d'ailleurs. C'est respirer. Respirer, pourquoi ? Parce qu'on respire mieux en ville, s'il y a une meilleure qualité d'air, s'il y a plus d'espace, s'il y a plus de liberté pour se déplacer sur plusieurs modes. Et je pense que ce changement a eu lieu. Ces 2 dernières années, j'ai posé souvent la question aux intervenants que j'avais dans le tram. J'avais souvent transition, on ne peut pas dire le contraire, et puis j'avais aussi tension. Ouais. La mobilité, c'était des tensions ces 5 dernières années. C'est comme ceci que vous l'avez senti ? Mais le changement est difficile, évidemment. C'est comme arrêter de fumer, c'est toujours difficile, mais après on dit bah, ça va mieux quand même qu'avant. Et c'est le même pour la mobilité. Ce sont des choses qui sont tout proches du quotidien des gens. En fait, c'est très intime. C'est son mode de déplacement. Alors, changer ses habitudes, changer ses rues, changer son quartier. Alors oui, il y a beaucoup de débats aux alentours et c'est nécessaire parce que comme ça, tout le monde réfléchit et s'ajoute aussi au débat. Vous vous attendiez à autant de tensions en 2019 quand vous avez signé ? Oui et non, parce que je pense qu'on a fait beaucoup et d'un côté, si on fait beaucoup, il y a plus de tensions, plus de réactions, mais c'est vrai que surtout il y a des épisodes où c'est très difficile et où on a vraiment trouvé que la population ne se sentait pas inclus. Et ça, c'est important parce que ça, c'est un sentiment qu'on ne veut pas. On veut que les gens se sentent représentés et reconnus dans la politique. On parle de Good Move, hein, vous y Par venez. exemple. Ce fameux plan régional de mobilité 2020-2030, approuvé en 2020 après Iris 1 et Iris 2, qui n'ont pas vraiment eu les effets escomptés. Good Move, c'est donc 50 propositions. Ouais. Est-ce qu'on sait aujourd'hui, maintenant qu'on est à la moitié de ce plan, combien ont été mises en œuvre? Difficile à dire. Je ne vais pas donner un pourcentage, mais par exemple, le piéton, le marche est devenu le premier mode de déplacement à Bruxelles. C'est déjà un exemple, comment Bruxelles a changé. Les gens marchent beaucoup. Le vélo aussi, on a presque triplé le nombre des cyclistes. On a mis 70 km de pistes cyclables sur les voiries régionales. La STIP, on est dans un tram, on a ajouté 15% de la STIP. La zone 30 aussi, c'était une des 50 mesures de Good Move. 50 points, il y en avait un qui faisait particulièrement parler de lui, c'est celui des mailles. Ouais. Et les mailles Good Move. Il y en avait 50. Combien ont été mises en œuvre aussi au niveau des My Good Move à Bruxelles? Alors, il y en a plusieurs qui sont en cours de mise en œuvre. Alors, celui qui est totalement mis en œuvre et le plus connu, c'est celui du Pentagone, au centre-ville, le cœur historique de notre ville. Alors là, on est 1 an après et on a les premiers bilans, les premiers résultats. On constate dans l'hypercentre qu'il y a beaucoup plus de gens qui se déplacent à vélo et à pied. Il y a 20% de pression automobile en moins. Pour la STIP, les axes tram et bus vont plus vite. Alors, on a vraiment créé plus d'espace. Il y a 8 petits squares qui vont être réaménagés. Alors là, on voit les résultats de comment on peut apaiser un quartier et c'est ça ce qu'on veut faire sur les autres endroits, évidemment. Celui-là, Elke van den Brand, est toujours en œuvre, mais après, il y en a d'autres qui ont été retirés. Curregem, on se souvient, ça a suscité énormément de tensions. Ouais. Quel mea culpa est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans la mise en œuvre de certains plans de circulation Good Move? Je pense que là, c'est surtout l'adhésion de la population. Les gens qui habitent, c'est leur quartier. Alors, on travaille pour eux et avec eux. Et là, on a vraiment dû mettre une étape à une heure. C'est la participation qui a manqué? C'est la participation qui est faite pendant le Covid. Et c'était difficile, une phase difficile. Alors, c'est aussi quelque chose de nouveau. Maintenant, les gens connaissent, ils savent que c'est, mais c'est quelque chose de nouveau. Un plan de circulation, c'est quoi? On va canaliser le trafic sur les axes
structurante. Ça veut dire quoi? On veut plus de trafic, de transit dans les quartiers. Ce sont des éléments qui doivent aussi se faire connaître. Et là, on a vraiment dû mettre une étape en arrière pour reconstruire le dialogue et pour faire en sorte que la population se sentait inclue. On voit aujourd'hui qu'il y a même certaines communes qui lancent des plans de circulation, mais personne n'ose appeler ça good move. Ça, c'est vraiment devenu symbolique de tension. Mais pour moi, si ça s'appelle good move ou quartier apaisé, moi je suis ouvert. Le but, c'est l'essentiel, c'est qu'on va réduire la pression automobile. Tout le monde peut encore avoir accès, entrer, sortir. C'est un plan contre la voiture, Elke Van den Brandt? C'est un plan pour la qualité de vie dans les quartiers. Tout le monde veut une rue où tu peux sortir, où tes enfants peuvent jouer, où tu peux rencontrer des voisins, où tu peux encore avoir accès aux voitures, mais que les voitures qui doivent être là. Et si tous ceux qui viennent juste pour passer, pour choper une feu rouge, si eux sont plus dans les quartiers, ça apaise vraiment, il y a moins de bruit, c'est plus sécurité de routière, alors c'est beaucoup plus agréable et c'est ça ce qu'on veut faire. Ça c'était pour Good Move. On est dans le tram, il y a différentes lignes de tram qui sont lancées. Expliquez-nous un petit peu, c'était les priorités, ça faisait partie des priorités du gouvernement bruxellois de lancer ces nouvelles lignes. Il y a aussi un petit peu de tension dans la mise en œuvre de cette ligne, notamment vers Neder-Overbeek. C'est vrai, une nouvelle ligne de tram, c'est difficile. On a vu par exemple le tram 9 dans l'époque à Jet, c'était très tendu, mais dès qu'elle était là, maintenant elle cartonne, il y a plein de monde. Je suis convaincue pour Neder-Overbeek, elle sera utilisée et surtout c'est une opportunité pour réménager tout l'espace public autour et Neder-Overbeek méritait d'être réménagé. Alors c'est aussi un projet d'espace public, de lieu de rencontre autour de ce projet de tram, mais c'est vrai, on veut créer de nouvelles... Les travaux sont douloureux, mais ce sera pour mieux après. Ça sera mieux. Après, c'est toujours avec un chantier, c'est difficile, je sais. On demande beaucoup de patience, de flexibilité des gens, mais après, on regagne. Si on va regarder à Jet, le Place Miroir, tous aux alentours, on a tellement mieux organisé l'espace public. Ça sera aussi le cas pour les autres. Et on doit continuer à investir dans le transport en commun parce que beaucoup de monde utilise la STIP. C'est une entreprise performante. On peut être fier à Bruxelles sur notre transport en commun, mais il faut en investir et créer de nouvelles lignes, augmenter les fréquences. C'est ce qu'on a fait pendant cette législature, mais il faut continuer à faire ça. Elke Van den Brandt, vous embrayez sur ma question suivante. Investissement dans les transports, création de nouvelles lignes. Le métro 3, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il vaut vraiment la peine ce métro? Un métro, dès qu'il est là, elle peut transporter beaucoup de monde et un confort qui est beaucoup plus élevé. Si on prend actuellement le tram à Anneessens de Broekère, parfois pendant les heures de pointe, il faut laisser passer une ou deux trams avant qu'il y ait même d'espace. Mais est-ce qu'on a les moyens de faire ce métro, cette nouvelle ligne? Ça, c'est un gros débat. Il y a le moyen, comment financer ce métro, parce que ça coûte cher. Évidemment, Bruxelles est une région avec un budget très sous pression, mais aussi très important, c'est avec quel impact sur les quartiers. Si on voit ce qui se passe à Stalingrad, l'impact du chantier sur les quartiers, pour l'instant, elle est horrible. Alors, bien savoir comment gérer les chantiers, comment financer le métro, pour moi, sont deux éléments importants. Ça, c'est pour le tronçon sud. Il y a le tronçon nord qui n'est même pas encore construit. Oui. On voit que chaque mois qui avance, on apprend de nouveaux problèmes. A-t-on l'argent pour financer ce genre de projet? On a l'impression qu'on est parti pour des dizaines d'années. Alors, c'est vrai, il y a deux projets en fait. Il y a le trajet nord-sud sur l'axe nord-sud où le chantier est lancé. J'ai hérité ce projet. Il était lancé quand j'arrivais. Alors, j'essaye de le gérer au mieux, même si c'est très difficile avec le Palais du Midi. Et l'autre, elle doit encore être lancée. Et pour moi, cette décision doit être prise au début de la prochaine législature. Comme ça, le prochain gouvernement qui doit s'engager pour elle-même et celui après peut vraiment savoir tous les impacts au niveau des chantiers, savoir comment le financer. Ça reste un débat et ce sont deux questions hyper importantes avant de pousser le bouton vert pour la prolongation. Votre position est un petit peu compliquée au sein du gouvernement bruxellois. On sait que les Verts ne sont pas ultra pour ce projet, tandis que les autres partenaires sont pour. C'est compliqué comme position? Moi, je suis un ministre de transport en commun. Je suis pour plus de transport en commun, aussi le métro, mais il y a des questions aux alentours qu'il faut répondre. Personne ne peut nier que c'est difficile au Palais du Midi. Personne ne peut nier que 4 milliards, c'est beaucoup d'argent pour la région. Alors, demander des réponses sur ces questions, pour moi, c'est de bonne gestion. Et c'est poser des questions qu'il faut se poser. Sinon, on crée un projet avec des problèmes après. Et pour moi, c'est ça ce que je fais maintenant. Gérer le projet et faire en sorte qu'il y ait tous les éléments sur la table. Aujourd'hui, on est en avril 2024. On l'attend pour quand? Quand est-ce que la ligne sera fonctionnelle du sud au nord? Tout dépendra. Voilà, je suis prudente avec donner une date parce que si on donne une date qu'on peut le tient, il faut la respecter. Et pour l'instant, il y a encore quelques incertitudes. Et sur le Palais du Midi, la destruction, la reconstruction et sur la prolongation. Alors, je suis prudente avec cette question-là. Comment le financer? On en a déjà parlé un petit peu, mais il y a le fameux Smart Move. C'était dans l'accord de majorité. En fait, le Smart Move, c'est quoi? Parce que c'est souvent présenté comme une taxe nouvelle supplémentaire. En fait, c'est pas vrai. On paye tous, si on a une voiture, on paye tous des taxes annuelles.
le même montant. Si vous roulez beaucoup ou pas, vous payez le même montant de taxe de circulation. Ce qu'on veut faire, c'est changer cette taxe et faire en sorte que si vous roulez moins, vous payez moins. Si vous voulez dans les heures de pointe, quand il y a des alternatives, ça sera un peu plus, mais comme ça on peut regarder quand vous roulez et si une fois par semaine vous prenez la STIP, vous le sentez dans votre portefeuille. Mais si par exemple vous faites des shifts à 5 h le matin, il n'y a pas encore des alternatives en transport en commun, on peut mettre cette taxe à zéro. Elle peut être très intelligente et rendre compte quand vous roulez avec quelle voiture, s'il y a des alternatives. C'est un système beaucoup plus malin. Est-ce que ça risque pas d'appauvrir les classes moyennes? Non, parce que les classes moyennes aussi, ils payent ces taxes et faire en sorte qu'en moyenne, on paye les mêmes taxes, mais ceux qui roulent moins le sentent dans leur portefeuille. Je trouve ça logique parce qu'il y a pas mal de gens qui ont envie de rouler à vélo, mais que quand il fait beau, qui veulent prendre le tram, mais pas tous les jours. Et là, je pense que c'est vraiment un instrument beaucoup plus logique pour le futur. On revient au transport en commun. On sait que pour l'instant, c'est pas évident dans le métro. Il y a beaucoup de problématiques de drogue, de déshérence. Que faire pour continuer à maintenir l'attractivité des transports en commun souterrains? Alors, tout d'abord, c'est reconnaître le problème. C'est important. Ça fait 2 ans qu'on tire la sonnette à l'alarme. Et je pense qu'actuellement, il y a vraiment un sens d'urgence qu'on a manqué un peu dans le passé. C'est important pour dire que voilà, il faut renforcer tous les chaînons. Ça veut dire qu'il faut renforcer la prévention, éviter que les gens consomment des drogues, mais dès qu'ils consomment, il faut agir. Il faut faire en sorte que dans les gares de métro, on a des agents de sécurité, on a augmenté... Le gouvernement bruxellois a débloqué de l'argent pour ça. On a prévu 5 millions en plus pour avoir 40 Il y a des agents de la personnes... STIP qui sont formés pour l'instant? Pour des agents de sécurité d'un côté et aussi des agents qui font le lien entre la sécurité et le social, parce que souvent on mettait quelqu'un en dehors du gare et 2 heures après il était de nouveau dedans. Alors pour faire en sorte que le plus possible ils sont guidés vers une aide spécialisée pour avoir des réponses structurelles. C'est pas que la STIP qui peut agir, c'est pas que la STIP qui peut résoudre ce problème, c'est un problème sociétal. Il faut que les zones de police CIME qui sont renforcées, le parquet, même les prisons qui sont souvent remplies, que tous les chaînons doivent être renforcés, sinon on ne va pas avoir les réponses cohérentes dont on a besoin. Au niveau des trottinettes électriques, on a tendance à l'oublier, mais en 2019, quand vous avez commencé, il n'y en avait aucune à Bruxelles. Là, entre-temps, on est passé à 20 000, objectif 8 000 avec l'ordonnance trottinette. Finalement, on en est où là maintenant? On est maintenant à 11 000, oui, 11 000 pour l'instant. Alors on a installé des drop zones, on ne peut plus les mettre partout, il faut les mettre dans une drop zone. C'est un peu compliqué les drop zones, hein. C'est encore communal, mais un petit peu régional. Ça a déjà changé, ça a déjà amélioré, oui c'est sur les voiries locales et régionales, toujours tout est difficile à Bruxelles, mais toutes les communes sont mais il y a des drop zones qui sont là, les applications ne permettent que de verrouiller dans les drop zones, alors la situation a amélioré fortement, mais il reste encore des enjeux et pour moi ça reste important parce qu'il y a maintenant un conflit juridique avec quelques opérateurs, on a dit de réduire le nombre des opérateurs jusqu'à 2 pour faire en sorte qu'il n'y en avait pas trop. Et ça, c'est un élément qui se débat actuellement devant le juge. Alors, on va se défendre devant le juge, mais entre-temps, on donne des amendes à ceux qui sont mal garés, on fait des actions. 8 000, c'est un bon équilibre. 8-10 000, c'est un bon équilibre pour la région bruxelloise. C'est un bon équilibre dans lequel tu vois le taux de besoin, le demande et l'offre. Alors, ça veut dire 2 opérateurs, 2 grands opérateurs pour toute la région. Ça peut répondre aux besoins. Si on a 5 ou 6 opérateurs, ça veut dire qu'ils sont tous partout. Alors, ça triple le nombre des trottinettes qui sont là et ça fait en sorte que les drop zones sont pas gérables. Alors, il faut réduire le nombre des trottinettes. Comme ça, le système des drop zones devient plus gérable. Le vélo. Le nombre de cyclistes a explosé à Bruxelles. On entendait de temps en temps dire que vous étiez la ministre du vélo. Alors, le Covid a été un laboratoire, c'est un petit peu ça l'idée. Vous avez profité de cette occasion pour implémenter des pistes cyclables nouvelles? On a mis en œuvre pendant la crise Covid 40 km de pistes cyclables temporaires pour dire aux gens, voilà, on vous demande de ne pas utiliser le transport en commun. Si vous avez une alternative, alors il faut offrir ces alternatives et le vélo faisait partie de ces alternatives. Alors ça fait déjà 2 ans qu'on a sorti Covid, on a pérennisé ces pistes cyclables, ils sont tous restés. Justement, on parlait de fast tests. Les fast tests sont toutes pérennisées. Comment ça s'est passé? Il y a eu de la consultation? On a demandé des permis, il y a des enquêtes publiques, alors on a pérennisé les pistes cyclables qu'on a mis en œuvre et en plus c'était 40 km, on est à 70 km actuellement, alors on a continué à ajouter des pistes cyclables parce que beaucoup de gens veulent rouler au vélo mais ils ont peur pour leur sécurité. Et offrir un réseau cyclable sécurisé, c'est la réponse numéro 1 pour avoir plus de monde sur le vélo. Et un vélo, ça c'est important pour une automobiliste, parfois il y a des conflits, mais un cycliste c'est quelqu'un qui n'est pas devant ou derrière vous dans l'embouteillage, il ne va pas choper votre place de stationnement, alors c'est un allié. Et j'en profite aussi de dire, si vous utilisez le vélo de temps en temps, vous allez remarquer comment
vraiment que ça vous rend plus heureux. Rouler à vélo, ça donne un coup d'esprit, alors c'est quelque chose qui est bien pour la santé mentale et la santé en général. Petite dernière question, Elke van der Brande. Est-ce qu'il y a des projets sur lesquels vous êtes particulièrement fiers pendant cette législature? Quels sont-ils? La verdurisation, on a lancé toute une dynamique de verduriser. On avait des plans parce qu'on est actuellement sur Flagey, ça tombe bien. C'est un espace tout minéralisé. Alors on a dit il faut plus des arbres. En été, c'est trop chaud. Il faut enlever le béton, mettre des arbres. Alors ici, on a mis 100 arbres, mais en général, on a mis plus de 20 000 arbres et arbustes dans la région, sur les voiries régionales, pour vraiment créer cette ville qui est plus agréable quand il y a des vagues de chaleur qui peuvent plus résoudre l'eau pour éviter des inondations. Et ça, c'est quelque chose d'important. Vous allez rempiler pour 5 ans. Vous voulez rester ministre de la mobilité bruxelloise? Il reste encore beaucoup à faire. Alors oui, j'aimerais rester pour continuer la dynamique qu'on a mis en œuvre et continuer de changer cette ville à Bruxelles. En tout cas, on sera là pour suivre ça, pour voir comment la ville évolue, comme chaque semaine. Merci à vous, Elke van der Brande, d'avoir participé à cette émission. Merci à vous toutes, à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine. Même heure, même tram. Belle soirée.